Hello Kikou les miens, bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Alors, nous ça va, bien que assez chargé parce que comme vous le savez déjà, à Pau, donc dans quelques jours, samedi 12 octobre, nous organisons bien, un congrès. Un congrès bien, sur la prochaine République gabonaise, donc la nouvelle République gabonaise. Vous savez, quand on change de constitution, on change de régime, on change de république. Eh bien, on pouvait changer notre république pour en avoir une monarchie, comme on peut changer la république pour garder la république, mais celle-là ne sera pas la même que la précédente. Il faut donc qu'il y ait évolution, il faut donc qu'il y ait changement. Et ce changement, naturellement, il s'observe de par l'évolution. La première république, elle va avoir ses acquis. La deuxième doit venir renforcer non seulement ce qui était déjà en acquis dans la première république, donc préservation des acquis, amélioration du tout, puis la troisième, etc., etc. Donc, au Gabon, nous en sommes à notre première république. Et là, nous tentons d'arriver ou d'accéder à la seconde république gabonaise. Chers compatriotes, je voudrais naturellement vous rappeler quelques points essentiels que beaucoup, naturellement, ne veulent pas admettre. C'est pour cela que je parle dans ce live du mur de la médiocrité. Et il nous revient de faire tout ce qui est en notre possible bien, pour faire tomber ce mur de la médiocrité pour accéder à la nouvelle République. Comme le mur de Berlin a été cassé, tombé, nous au Gabon, nous avons un grand mur, c'est celui de la médiocrité, bien, que nous allons bien évidemment faire tomber de toutes nos forces, de notre engagement et de notre détermination. Et quand ce mur sera tombé, nous allons enfin accéder à la citoyenneté effective. Nous allons enfin accéder à la République. Nous allons accéder à la démocratie et à toutes ces belles valeurs, naturellement, qui nous permettront de nous établir dans notre citoyenneté et qui nous permettront d'accéder à la dignité humaine. Tout projet d'une société qui se veut organisée et sérieuse est de concourir à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, de concourir à la garantie bien, des droits. Et pour parler de la garantie de ces droits, il faut naturellement les préciser et dans un texte, dans un acte fondateur, qu'est la Constitution. Et donc, chers compatriotes, la Constitution, c'est donc ce texte qui va permettre naturellement de recenser tous les droits, toutes les valeurs et tous les grands principes qui organisent la vie d'une société, les droits des citoyens, qui doivent être assurément prévus et assurément organisés du point de vue de l'effectivité de leur observation. Mais aussi, naturellement, la question des pouvoirs. La question de la détermination de ces pouvoirs, mais aussi et surtout de la limitation de ces pouvoirs. On ne peut pas parler de cette détermination des pouvoirs, parler de la limitation des pouvoirs, sans établir naturellement les rapports qu'il y a entre les différents pouvoirs pour que l'on considère que cette société est organisée et sur le fondement d'un texte que l'on appelle Constitution. Parce que tous les textes qui organisent la vie des sociétés dans ce monde ne s'appellent pas les constitutions. Pour s'appeler constitution, il y a des règles précises à respecter. Et ce sont ces règles que je venais de vous annoncer très brièvement tout de suite. À l'occasion du congrès de Pau du 12 octobre, bien, nous allons traiter de toutes ces questions. Voilà un peu mon petit brouillon de la gloire. Nous allons traiter de toutes ces questions
sur la prochaine République gabonaise, sur la nouvelle République gabonaise. Donc, notre travail a été de faire une analyse de l'avant-projet de la Constitution thématique pour que vous compreniez chaque aspect, chaque article, au lieu de venir vous faire un rapport avec des articles différenciés, de procéder par thématique sur le fondement de la vocation d'une constitution, de l'objet d'une constitution et rappeler les articles qui se retrouvent dans les différentes parties du corpus de cette conférence, ce congrès qui sera très participatif parce que ce sera l'occasion pour les Gabonais de s'exprimer et d'être entendus. J'en prends la responsabilité. Cette responsabilité qui amènerait ces Gabonais-là de France, qui souvent ne sont pas écoutés, qui souvent ne sont pas entendus, dans leur liberté la plus accrue, le 12 octobre sera l'occasion pour tous ces Gabonais de pouvoir s'exprimer sur les choses de leur pays, sur l'avenir de leur pays et sur l'identité du Gabon que nous tentons de réécrire au travers de l'amélioration de ce qui était déjà existant. Donc, le 12 octobre, à l'hôtel Continental à Pau, nous allons nous retrouver, Gabonais, toute la journée pour pouvoir parler de notre pays, le Gabon. Nous allons parler de l'avant-projet de la Constitution, vous en délivrer l'analyse thématique, nous allons faire une contre-proposition et tout cela naturellement entre nous, citoyens gabonais. Tout cela entre nous, citoyens engagés et qui ont décidé de faire tomber le mur de la médiocrité. Parce qu'il n'est plus question que la médiocrité l'emporte sur la raison, sur l'excellence. Parce que notre pays est resté longtemps condamné à l'ineffectivité de l'état de droit, de la République, de tout ce que nous voulons pour le bien de nos compatriotes, parce que nous n'avons été que dans une situation de promotion de la médiocrité. C'est pour cela qu'on a eu, depuis longtemps, des acteurs politiques pour peu qu'on sache s'exprimer, si tant est qu'on le sait, pour peu qu'on ait suffisamment de courage à s'engager publiquement, on se constitue hommes et femmes politiques. Et c'est pour cela que les droits au Gabon n'ont jamais été défendus. C'est pour cela que les vraies valeurs au Gabon n'ont jamais été défendues. C'est pour cela que, naturellement, quand il y a des sujets tels que celui de la Constitution gabonaise, au lieu de nous concentrer sur le travail à faire intellectuel, le travail à faire de sensibilisation, d'éducation de nos compatriotes sur ce qu'est la Constitution, sur son contenu, sur les dispositions qui doivent correspondre à un certain ordre public, tant national qu'international, sur notre recevabilité en tant qu'État au concert des nations, on préfère laisser cela de côté parce qu'on estime que le peuple gabonais n'est pas en capacité de le comprendre. Et on préfère lui ingurgiter la bêtise, la connerie, l'ignorance absolue dans laquelle se déploie bon nombre d'acteurs qui se disent acteurs politiques. C'est pour cela que je suis souvent outrée de voir comment les gens peuvent se prévaloir d'un certain nombre de titres, mais qu'ils ne reflètent pas au travers de leur expression, de leur manière d'être. J'estime que le peuple gabonais a besoin d'accéder à la vraie information, à la bonne information. J'estime que le peuple gabonais a le droit d'accéder enfin à de véritables analyses et que quand ce peuple gabonais que nous condamnons à une incapacité totale de comprendre de véritables raisonnements juridiques, se montre d'une incompréhension bienveillante, il nous revient, nous, acteurs, se permettant une expression publique et à bon droit, de lui expliquer le pourquoi, des comment, des choses. Et je pense que nous sommes un peuple, quand nous le voulons, assez en capacité d'adaptation. Nous savons nous adapter. Et c'est l'une des capacités, naturellement, de l'intelligence. Parce que des gens intelligents ou des gens avec des prédispositions intelligentes, peuvent se
s'adapter à toutes les situations. Donc, tout dépend des acteurs que l'on a devant soi, tout dépend des acteurs politiques, parce que plus on a des acteurs politiques qui veulent élever le peuple, qui veulent tirer le peuple vers le haut, plus ce peuple-là s'élèvera, plus ce peuple-là sera assoiffé, eh bien, de cette exemplarité installée à la tête du pays en hauteur dans l'environnement public. Mais plus nous avons des acteurs publics qui préfèrent naturellement plomber le peuple et le condamner dans son ignorance en expliquant, comme nous l'avons entendu avec ceux qui se disent société civile, Madame Lekogo, Madame Aminata, Monsieur Okemvele et bien nombre d'entre eux qui réunissent des Gabonais pour une campagne d'abrutissement, c'est comme cela que je l'appelle, eh bien, naturellement, cela n'est que de nature, n'est que, eh bien, de configuration à condamner ce peuple. Et les entendre dire que nous préférons vous dire de voter la Constitution comme ça parce qu'elle est bien pour nous, dans une confusion totale des termes juridiques, des termes même parfois que l'on peut admettre dans le commun des mortels au travers d'une petite lecture sur Internet. Eh bien, j'ai entendu que quand le peuple gabonais sera capable d'entendre la vérité, on lui dira la vérité à ce moment-là. Quand le peuple gabonais sera capable de raison, eh bien, on va changer la Constitution. Pour l'instant, le peuple ne comprend pas les concepts intellectuels. Le peuple ne comprend pas, eh bien, toutes les explications juridiques que vous voulez qu'on lui dise là. Le peuple n'en a rien à foutre parce que ce peuple gabonais n'a pas les capacités intellectuelles pour comprendre. Moi, je dis, ce n'est pas la lecture que je me fais du peuple gabonais, c'est-à-dire un peuple de cancre éternel, tous. Oui, j'ai souvent à le dire de ceux-là qui viennent se démontrer de leur médiocrité absolue et de leur ignorance. Mais je sais, et c'est ce qui me donne la force de faire ce que je fais, qu'il y a une majorité silencieuse d'hommes et de femmes gabonais, de jeunes, qui sont pleinement conscients aujourd'hui de leur nécessité de se battre pour la République, pour les valeurs, et qui sont réceptifs à mon discours, et c'est avec ces jeunes, et c'est avec ces personnes, eh bien, que nous allons changer la donne, eh bien, que nous allons changer les choses dans notre République. Aucune personne ne descendra du ciel pour venir transformer, eh bien, la mentalité gabonaise. C'est un processus continu, c'est processuel. On construit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous allons gagner des âmes. Pour être beaucoup plus concret dans l'œuvre dans laquelle nous sommes, nous allons gagner des citoyens. Nous allons donc amener plusieurs des nôtres à sortir de cet état de sujet, même s'ils ne se le reconnaissent pas, mais pour de plus en plus entrer dans cet état, ce statut de citoyen. Et, eh bien, un citoyen, deux citoyens, trois citoyens pleinement conscients de leur citoyenneté ne pourront qu'être que de nature à se consolider un bras de fer, non pas sans biceps, mais avec biceps, triceps et tout ce que vous voulez pour que, eh bien, nous puissions changer la donne. Je ne vais pas croire qu'on a besoin d'être 1000 ou tous les Gabonais réunis pour que le projet pour la République prenne. On a besoin de quelques personnes déterminées et totalement disposées à l'ouverture et en capacité de pouvoir asseoir leurs convictions, leur manière de penser, leur manière de réfléchir pour que le mur de la médiocrité tombe. À cela, je préfère, comme je vous le dis toujours, cet élève de la classe de 5e ou de 3e qui au premier trimestre a 5 de moyenne, au deuxième trimestre 8 de moyenne, au troisième trimestre 12 ou 15 de moyenne et qui à la fin de l'année eh bien, a son BEPC avec son entrée eh bien, en naturellement seconde. Contrairement à cet élève qui au premier trimestre a 18 de moyenne, au deuxième trimestre 10 de moyenne et au dernier trimestre 5 de moyenne. C'est celui-là qui est à plaindre, qui est à blâmer, contrairement à celui qui, lui, progressivement fait des efforts, au-delà de la difficulté, au-delà de la condition dans laquelle cet élève était d'une médiocrité absolue. On voit la progression
Et on voit le bon, significatif. On voit la détermination à ne plus être cantonné, le dernier élève de la classe qui a 5 de moyenne. Et on se relève, on se révèle et on se dit non, je n'ai pas à être l'éternel dernier élève de la classe. Au premier trimestre, j'ai eu 5. Il faut que je redouble l'effort, il faut que je travaille, il faut que je m'engage pour qu'au deuxième trimestre, au troisième, au quatrième, excusez-moi, partagez le live. Je ne sais pas comment on insiste à m'appeler. Partagez le live, s'il vous plaît. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ok. Donc, ce piètre élève de départ qui finalement travaille, est conscient de son erreur, de sa paresse, de ses incompréhensions, qui va aller courir auprès des enseignants pour pleurer, pour dire « Maître, cher professeur, j'ai envie de sortir de mes 5 de moyenne. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je ne comprends pas mes cours. Je n'arrive pas à analyser. Je n'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, 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 aidez-moi. » Et puis finalement, on arrive à l'aider, on arrive à l'accompagner, on arrive à lui expliquer des choses. Cet élève ne dort plus. Tous les jours, il travaille. Il dit non, je ne veux plus être le dernier de la classe. Je veux avoir la moyenne. Et on voit comment cet élève progresse. On voit. Qu'est-ce que vous avez? Pas de son? Excusez-moi, est-ce que là, vous avez le son? Est-ce que là, vous avez le son? Les miens, vous avez le son là? Pardon, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas si c'est à cause de l'appel que j'ai reçu. Dites-moi en commentaire si vous avez le son, s'il vous plaît. Ok, parfait, on continue. Voilà le genre de citoyen que je veux. C'est pour cela que je vous ai dit, moi je ne reste pas à me constituer juge de ceux qui ont été dans le mal hier, de ceux qui ont été pédégistes hier, de ceux qui ont été dans la médiocrité hier. Aujourd'hui, à la lumière des conditions de vie actuelles, à la lumière de la situation d'aujourd'hui, notre regard doit se porter sur le comportement des médiocres d'hier. Si on a constitué que ceux d'hier étaient des médiocres, quel est leur comportement aujourd'hui? Est-ce que leur comportement aujourd'hui tend à devenir de mieux en mieux des citoyens que nous attendons d'eux? C'est-à-dire ceux-là qui vont correspondre à un ordre public, ceux-là qui vont rentrer dans des discussions enfin républicaines et non plus dans des atalakou, dans du kunabélisme. Est-ce que ceux qui étaient médiocres hier décident enfin de tenir un discours républicain, un discours de grandeur, un discours d'accomplissement, un discours qui soit de nature à nous amener aussi haut que nous le souhaitons? Si tel est le cas, il n'y a point de raison de refuser à ces personnes cette repentance, cette auto-repentance. Il n'y a point de raison pour dire qu'on ne peut pas encourager, on ne peut pas féliciter ces personnes qui hier étaient sur le mauvais chemin et qui se tentent d'être sur le bon chemin aujourd'hui. Au contraire, nous devons les encourager à continuer d'être naturellement sur le bon chemin. Parce que si celui qui a 5 de moyenne au premier trimestre, quand on voit qu'il prend la récréation, il reste en classe pour étudier, toi l'enseignant, tu viens, tu lui dis, ben écoute, ça ne sert à rien que tu restes toute la récréation en classe pour étudier. Après tout, tu ne vas pas t'en sortir. Tu es le médiocre de la classe et quoi que tu fasses, tu ne t'en sortiras pas. Tu seras toujours le médiocre de la classe. Donc, arrête de faire genre comme si tu veux travailler, comme si tu veux progresser, comme si tu penses que tu peux même avoir la moyenne. Tu n'auras jamais la moyenne. Tu ne seras jamais personne. Tu es un échoué de la vie. Donc, cantonne-toi à ta médiocrité et va te pavaner dehors, va profiter de ta récréation au lieu de vouloir faire genre, tu apprends en classe. Quand on fait ça à cet enfant, il a de fortes chances de retomber sur le chemin de la médiocrité encore. C'est-à-dire que là où il avait 5, il peut même encore tomber à 2. Parce que là, vous venez de le convaincre qu'il ne pouvait rien faire qui soit en mesure ou à mesure de l'amener au bon résultat. C'est le médiocre de la classe. Donc,
des petits efforts qu'il veut consentir à sortir de cet état de médiocrité sont vains, sont vains. Il ne pourra pas, eh bien, sortir de ce cadre. Donc, quoi qu'il fasse dans la vie, peu importe les sacrifices, les efforts, le travail, sa note sera toujours réduite entre 5 et 0. Il ne pourra jamais s'en sortir. Et là, on le plombe. On n'a pas envie de l'aider. On n'a pas envie de la mener à mieux faire. Ça veut dire qu'on le déteste, ça veut dire qu'on veut sa mort. Alors que cet élève qui, médiocre au départ, essaye de venir maintenant commencer à travailler. Au lieu d'aller passer 30 minutes à la récréation, à jouer à la mer, à suivre les gens à gauche, à droite, les 30 minutes là, il les prend pour lire le cours juste d'après la récréation. Il sait qu'il a cours après la récréation. Même s'il a déjà travaillé à la maison sur ce cours, il relit encore pour que quand l'enseignant vient, il montre son doigt, sa main. Moi, monsieur, moi, madame, moi, madame. Il s'exprime. Il parle. Et il commence à être de contribution. Au fur et à mesure, il va commencer à aimer ça. Parce que le regard admiratif de l'enseignant, qui voit cet élève qu'on regardait avec dédain et mépris, commence à changer et ça va transformer cet élève. Et cet élève va se dire, waouh, la manière dont l'enseignant me regarde, la manière dont le prof me regarde. J'ai lu en ce prof beaucoup d'admiration, donc il me faut peut-être correspondre à cet effort que je dois continuer. Et là, on applaudit, mais on ne va pas féliciter, on ne va pas, bien évidemment, gronder, blâmer de mieux faire. Tout comme, je ne dis pas que celui qui tombe, celui qui avait 18 au départ et qui commence à avoir 15 de moyenne ou 12 ou 10 de moyenne, on l'abandonne. Lui aussi, il a besoin d'aide. Mais pour cela, il faut aller se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas avoir eu 18 de moyenne au premier trimestre et au deuxième trimestre tomber à 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? On va chercher à comprendre. Oui, à la maison, les parents ont des problèmes, nanani, nanana. On essaye de l'accompagner. Pareil, si quand nous, on essaye de comprendre ce qui se passe dans sa vie, il se met à nous injurier, il se met à nous menacer, il se met à nous traiter de tous les noms, naturellement, on ne pourra pas aider cet enfant. On va donc décider, ok, nous le laissons continuer son chemin, puisqu'il dit qu'il maîtrise, il ne veut entendre personne, on va le blâmer, on va le condamner, et c'est même à lui qu'on va, envers lui, à son égard, qu'on va être beaucoup plus exigeant pour dire, ah non, 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 là, on n'accepte pas. Tu as eu 18, tu es condamné à avoir au moins 15. Si ce n'est 10, tu ne peux pas descendre. Sinon, on t'éjecte. Sinon, on te met à la poubelle de l'histoire. Ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur toi. Parce que tu décides de t'auto-détruire. Quand on prend cette réalité, on la transpose à la situation que nous vivons dans notre pays. On a d'un côté tous ceux qui ont géré le pays pendant plus de 50 ans. Les PDGistes et amis, copains, coquins, consanguins. Et on a aujourd'hui une période de transition qui a dit, en réalité, faire table rase de ce passé. En amenant au pouvoir tous ceux qui prétendaient être des excellents Gabonais. Mais à quelques mois, à une année de leur matérialisation, on voit qu'ils font 10 fois pire que ceux qu'ils condamnaient hier faisaient. La première réaction, c'est alerter, c'est attirer leur attention, c'est bien évidemment leur dire non, vous ne pouvez pas vous permettre cela. On savait que quand on doit compter sur des intelligences, c'est sur vous. Maintenant, si vous venez maintenant à devenir médiocre, si ce n'est plus médiocre que ce d'hier, on n'a plus personne sur qui compter. Donc, s'il vous plaît, réveillez-vous. On a besoin que vous restiez sur le droit chemin, le chemin des valeurs. Hier, vous nous avez dit avoir des convictions. Pourquoi aujourd'hui, nous ne remarquons plus ces convictions? Hier, vous nous avez dit vous battre pour la République. Pourquoi aujourd'hui sont de nature à être une atteinte à la République et une promotion de la monarchie? Vous nous avez dit hier vous battre pour la démocratie. Pourquoi aujourd'hui, c'est la dictature qui se lie dans vos différentes expressions? Donc, vous n'avez pas le droit de nous avoir vendu hier toutes ces valeurs. Et qu'aujourd'hui, vous nous expliquez qu'en réalité, ce que vous nous vendiez comme valeur hier n'est pas valeur. C'est même le mal. Et que ce que vous dénonciez hier, c'est ce qui devient aujourd'hui la norme et la valeur. Et vous voulez nous convaincre de l'accepter. Je dis non.
Et c'est vous toujours qui hier avez été excellents, qui hier avez été des meilleurs, qui reprochez. Non seulement vous tournez veste, vous décidez que vos combats d'hier sont devenus aujourd'hui ce que vous piétinez. Et ce contre quoi vous vous battiez hier, c'est devenu vos valeurs aujourd'hui. Et ceux qui étaient naturellement dans ce que vous combattiez hier, eh bien, qui essayent de devenir ce que vous étiez hier, ce que vous revendiquiez hier en valeur, vous leur dites non, vous n'avez pas le choix de devenir comme nous hier, mais nous, on a le droit, on a le droit de devenir comme vous hier. Voilà ce qui se passe en République gabonaise. Voilà le mur de la médiocrité. Voilà la réalité. Tous ces opposants qui chantaient démocratie, les Marcona et Sangui, toutes ces personnes qui passaient à la télévision pour nous chanter la démocratie, pour nous chanter la République, sont aujourd'hui les fervents défenseurs de la dictature, sont aujourd'hui les fervents défenseurs de ce que l'on appelle la monarchie, alors qu'ils l'ont décrié toute la vie de ce qu'ils ont appelé leur combat. Alors qu'ils se sont dit avoir le titre de propriété de l'excellence, le titre de propriété de l'amour de la République et pour la République. Aujourd'hui, ce sont eux qui tiennent les discours que même les gens du Haut-Ogooué n'ont jamais tenus, pour une petite illusion de pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Tout le pouvoir est toujours au Haut-Ogooué. Quoi qu'on en dise, que vous le vouliez ou pas, on reçoit quelques rudiments, quelques petits privilèges indus, et on estime qu'on a le pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Et le on en question, c'est le Walentem, je veux dire. Le Walentem n'a pas de pouvoir. C'est pour cela que je vous dis qu'au lieu de rester dans des conceptions de ce que nous, Walentem, c'est nous qui avons le pouvoir, on doit se battre pour le défendre. Parce que notre enfant est venu nous le demander, je ne peux pas rentrer dans ces configurations. Pour une simple et bonne raison que la République pour laquelle je me bats interdit ce tribalisme-là, interdit ces alliances honteuses et déshonorantes pour la République. Et on ne peut pas avoir fait le combat de la République hier et faire aujourd'hui la promotion de la monarchie et faire aujourd'hui la promotion de ce que l'on appelle la promotion de la dictature. Vous savez, hier, n'oubliez pas le livre, il est disponible dans tout le réseau multipresse à Libreville, dans tout le Gabon. Il est disponible à la maison de la presse, que ce soit celle de Glace, que ce soit celle de Kala, au prix de 38 000 francs. Peuple gabonais. Je voudrais vous amener ce soir à beaucoup de responsabilités. Au-delà des... Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Bah viens. Excusez-moi 2 secondes. Tu veux paraître dans le direct? Non. Ok, vas-y. Excusez-moi 2 secondes. Tu ne veux pas faire un coucou au mien? Mais ça devient aussi les tiens. Donc, bon, on continue. J'étais en train de dire que hier, quand on s'est battu pour quelque chose et qu'on nous dit être libre, qui dit liberté dit que si hier tu n'étais pas libre, tu avais la boule au ventre, tu avais mal, que tu avais peur de la prison, tu avais peur de l'enfermement, de la privation de liberté, tu avais peur de la mort en défendant tes droits. Aujourd'hui, qu'on te dit libre, d'enfin faire le combat de la démocratie, faire le combat de la République, tu décides maintenant de devenir celui qui abandonne ce combat que tu as fait dans une période d'absolu défaut de liberté, dans une période d'absolue dictature, pour aller maintenant faire la promotion de la dictature. Est-ce qu'on peut être sérieux, chers compatriotes?
Est-ce qu'on peut être sérieux? Tu n'es pas libre hier. Tu fais un combat pour la démocratie. Tu fais un combat pour les valeurs. Maintenant que tu es libre, tu décides de devenir le haut-parleur ambulant de la dictature. Tu décides de devenir le haut-parleur ambulant de quoi d'autre? La monarchie. Et ce n'est pas la République. C'est-à-dire que même les gens du Haut-Ogooué, c'est là où je comprends ceux qui disent que le pouvoir ne fait pas de bruit. Les gens du Haut-Ogooué, jamais on ne les a vus aller dans les plateaux télé ou s'exprimer publiquement pour dire que le pouvoir nous appartient à nous. C'est ce que nos parents appellent au village. Okukuro belelam. Et yon okukuro ombelelam. Aboralu, aboromo. Ve. Et là maintenant, et c'est qui tombe. Et là maintenant, c'est ningaya. Yeno boria alu oboromo, boria alu boriomo. Favelan piou, au bref, tobo kukura valoba. C'est ce que les gens de Walentem font là. Okukuro belelam. C'est-à-dire que ils n'ont même pas le pouvoir. On leur donne juste comme ça un petit aperçu du pouvoir. Et ce n'est même pas l'aspect du pouvoir le plus important. Parce que l'argent, c'est quoi? L'argent, ce n'est pas le vrai pouvoir. L'argent, on peut te le donner à n'importe quel moment. On vous donne un peu d'argent. Et puis, vous devenez les okoukoutes officiellement. Tout beau, tout nouveau. Okukuro belelam. Chez les femmes. Ça veut dire le pauvre, le précaire, celui qui n'est pas très stable, sérieux, quand il a toujours vécu, eh bien, dans l'obscurité absolue, on lui offre une lampe tempête, eh bien, au lieu de bien utiliser cette lampe tempête, au lieu de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire de ne l'allumer que la nuit, quand il fait nuit, on ne peut pas allumer la lampe de la journée, ça ne sert à rien. Le voilà, le pauvre, le précaire, le maboule, le coucoute. Il va allumer la lampe la journée, il va allumer la lampe la nuit. En plein soleil, il allume la lampe, il va se balader avec la lampe là partout, dans tout le village. Il va en brousse, il amène la lampe. C'est-à-dire que, mais la lampe finit par mourir dans un laps de temps. C'est-à-dire que tout de suite, il a accédé à la lumière. Et il retombe encore dans l'obscurité. Parce qu'il n'a pas su mesurer l'importance de la lumière qu'il venait de recevoir. Il n'a pas su utiliser cette lumière. Il en a fait un drapeau à brandir à tout va. Dès que quelqu'un lui parle quelque part, j'ai la lampe, oh, j'ai la lampe, en plein jour. Moindre truc, il sort la lampe. Moindre truc, il sort la lampe. Mais la lampe finit par se casser, par se détruire. Et il redevient comme il était avant. En espérant qu'un jour, il accède encore à cette lampe tempête. C'est ce qu'on appelle chez les femmes. Okukuro belelam. Et c'est ce que les Walentémois. Heureusement que ce ne sont pas tous les Walentémois. Je suis Walentémois. Heureusement que ce ne sont pas tous les Walentémois. Excusez-moi. Je suis Walentémois. Je ne suis pas concernée. Parce que par ce qui se passe avec les gens du Walentem. Et heureusement, je ne suis pas seule. Parce que beaucoup de nos parents qui ne se sentent pas concernés par cette manière de faire honteuse de ceux qui sont allés au Maïcha sont nombreux. Parce que j'ai écouté, beaucoup m'ont envoyé les audios comme ça, des notes vocales, des pères et des mères de famille, des villageois qui sont dans leur village, qui ont enregistré les notes vocales pour envoyer ça à la communauté femme. Pour dire à la communauté femme que nous, on ne se revendique pas. On ne se reconnaît pas dans ce que les bandits sont allés faire au Maïcha. C'est ce que l'un des vieux papas disait. Ce n'est pas moi qui dis ce mot. Que ce sont des bandits. Que l'homme-femme devrait avoir honte. L'homme-femme devrait s'asseoir et se dire, mais mon Dieu, comment je suis en train de me vendre au monde entier et comment je suis en train de me vendre au Gabon. Mais regardez-nous, pour une petite illusion de pouvoir, les mêmes, aux mêmes postes, aux mêmes endroits, qui hier ont dit
Abba Ali Bongo, Abba le système Bongo PDG, se revendiquent les attributs, l'être du système Bongo PDG aujourd'hui. Les mêmes, aux mêmes postes, aux mêmes endroits. Les mêmes. Ça ne change pas. Mais ils n'ont pas envie que ça change. Nos parents au village disent qu'ils ne sont pas dedans. L'enfant est un homme intègre. Et si on a à avoir des valeurs en partage, on doit partager justement ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, notre honneur. Et cet honneur-là ne se marchande pas. Quand je vois et je lis certains sur moi aujourd'hui, oui, mais Marlène, tu aurais dû servir au Liguier. Nous, on comptait sur toi. On pensait que tu allais être, eh bien, importante pour nous. Tu allais être la femme de Minzik qui devait être dans le gouvernement de Liguier et qui devait nous amener à laisser ruisseler tous les biens sur nous pour l'honneur de Minzik. Toi, tu peux parler de Billy Bizet. Toi, tu peux parler d'un positionnement. Je dis, regardez-moi les gens. Ils parlent comme ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, voilà les parents qui sont prêts à vendre leurs enfants pour amener les sachets de poulet à la maison. Ils sont nombreux comme ça, ce genre de parents. C'est-à-dire que leur enfant ne veut pas d'un homme. Mais comme l'homme-là amène les cuisses de poulet, amène la nourriture, la boisson, il faut que cet enfant soit condamné à accepter d'aller avec cet homme. Parce que papa n'y voit que son intérêt. Personne ne me vendra. Mon père ne m'a pas vendu. Ce n'est pas ceux qui s'appellent mes pères qui vont me vendre pour dire que oui, il faut te mettre ici et pas là. Parce que nous, on compte sur toi. Utilise ton intelligence pour soutenir la bêtise, pour soutenir la médiocrité, pour soutenir la connerie qui va encore condamner les générations et les générations gabonaises. Mon père a reçu chez lui plusieurs hommes importants de ce pays qui sont allés pour lui donner la dot pour m'épouser. Je n'étais qu'une enfant. Je n'étais qu'une enfant. Papa a refusé. Il a dit. Il a reçu toutes ces personnes avec beaucoup d'égard, le respect, la bienveillance, la générosité dont il faisait montre. Mais il leur a dit, avec tout le respect que je vous dois, parce que papa avait beaucoup de respect pour les autorités, avec tout le respect que je vous dois, j'ai éduqué ma fille à faire l'école. Et ce sera à ma fille de m'amener un homme à la maison. Ce n'est pas à moi de convoquer ma fille, de lui dire, viens t'asseoir ici. Voilà l'homme de ta vie. Quand ma fille me dira, Coco, papa, je t'ai amené quelqu'un, là je m'asserai et j'écouterai la personne. Mais vous, aujourd'hui, mon père est mort, je suis orpheline. Vous voulez me dire que je suis celle sur qui vous comptiez pour que j'aille vendre l'éducation que mon père m'a donnée, l'école pour laquelle papa s'est sacrifié, a sacrifié sa santé, parce qu'il ne fallait pas que je manque de quoi que ce soit. Et il fallait qu'aujourd'hui, après sa mort, moi je trahisse sa mémoire, non. Si je m'engage avec quelqu'un ou dans quelque chose, c'est par conviction. Et c'est parce que je suis convaincue que je vais garder dans cet engagement l'essentiel, si ce n'est la totalité, eh bien, de mes valeurs, de mes convictions. Pas là où je vais devoir dire, c'est blanc à la place du noir, c'est rouge à la place du vert. Je ne peux pas. Je ne peux pas paraître bête alors que je ne le suis pas. Je ne peux pas, sur un texte de constitution, venir comme l'a fait ce prof d'université, j'oublie son nom, mais je suis peinée de lire, de voir qu'il a des enfants. Moi qui suis au cabinet, j'ai recruté, j'ai fait une campagne de recrutement de jeunes juristes. Beaucoup comme ça, pas le niveau. Ce n'est pas pour les insulter. Beaucoup ont des masters en droit, mais il faut voir le niveau de réflexion quand tu les prends en entretien. J'étais choquée que quelqu'un t'établisse même les différents rapports entre deux normes dans la hiérarchie des normes. Quels en sont les auteurs? Quelqu'un a un master en droit public, mais la personne ne peut pas l'établir. Et quand tu veux aller trop loin, la personne te dit, mais c'est mon prof qui m'a dit que c'est comme ça. Je dis, mais ton prof ment. Va dire à ton prof que Marlène a dit que ce qu'il t'a dit
est faux. Et voilà la vérité. C'est incroyable. Pourquoi? Mais parce qu'on a décidé de tuer l'école de la République gabonaise, de donner des connaissances superficielles à nos enfants et d'éduquer ces enfants à la paresse. En lieu et place de les encourager, aller consulter, eh bien, comment vous l'appelez? De faire une véritable revue scientifique, littéraire. Au lieu de ça, au lieu de cela, ils vont aller dire, allez suivre tel discours d'homme politique, et puis sur la base de ça, vous allez venir faire des analyses demain. Il faut entendre les discours. Un prof de droit, un docteur, qui, pour interpréter la Constitution, dit, vous avez déjà vu où? Que c'est écrit dans quel code que, pour avoir un régime présidentiel, on doit être comme ça, on doit faire ci, ça. Voilà les raisonnements. Mais ce n'est pas ça un juriste. Un juriste, il analyse la forme, il analyse le fond. Et le fond s'analyse selon de grands principes du droit. Et l'analyse d'un juriste, d'un scientifique, et surtout quand on est sur un plateau avec cette qualité, ce n'est pas de s'inscrire dans une partisanerie, ce n'est pas de faire plaisir au pouvoir, ce n'est pas de faire plaisir à celui qui nous a donné un dernier 4x4, qu'on n'espérait pas un jour conduire. C'est de s'inscrire dans le discours scientifique, qui n'admet pas de partisanerie, qui s'établit, eh bien, sur un détachement total d'avec les appréhensions, les aspirations et les ressentis, le sensationnalisme. Le travail de l'expert, de l'intellectuel, c'est de ramener tous ceux qui sont en déploiement de leur passion à la raison. Pour expliquer que oui, nous on veut dans la Constitution que toutes les femmes qui mettent les perruques soient condamnées. On peut le dire. Des hommes peuvent être nombreux à ne pas aimer les perruques, peuvent être nombreux à être dérangés par les perruques. Et ces hommes peuvent décider que, à partir d'aujourd'hui, toute femme qui porte une perruque dans l'administration publique va en prison. On est en démocratie. On est en démocratie. Oui ou non? Je veux que vous me répondiez en commentaire. On est en démocratie, oui ou non? C'est la majorité qui l'emporte, oui ou non? Le peuple s'exprime, oui ou non? C'est la volonté du peuple qui s'applique, oui ou non? Je vais vous lire en commentaire. Alors, si on est en démocratie et que la majorité des Gabonais décidaient que, eh bien, toute femme qui met les perruques va en prison. On dit, on veut ça dans la Constitution. Le travail du jury, c'est quoi? Le travail du jury, c'est quoi? Si ce n'est de venir expliquer que oui, j'ai entendu votre volonté de mettre en prison toute femme qui met la perruque. Seulement, le juriste ne va pas venir dire que oui, c'est vrai que ce que vous dites là, c'est fondé. Parce que dans notre tradition, il est interdit que les femmes mettent les perruques. D'ailleurs, nos mamans, nos ancêtres ne mettaient pas les perruques. Elles étaient pourtant belles. Elles étaient chics. Et on doit garder cette identité de la femme africaine. La femme qui est belle sans perruque. Donc oui, pour amener ces femmes aujourd'hui, qui sont en déploiement comme Maître Sola, de porter les perruques, il faut mettre dans la Constitution l'interdiction du port des perruques. Ça, c'est l'explication que donnerait un juriste du Gabon aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple a dit, on veut que toutes les femmes, et ce peuple-là est majoritaire. Mais l'expert qu'il est, il va venir dire, oui, effectivement, ce que vous dites est vrai. Et il va aller prendre des exemples sortis par les cheveux et que le peuple entend que oui, naturellement, nos ancêtres ne mettaient pas les perruques. Nos ancêtres avaient les tresses africaines où elles coupaient les cheveux. Je préfère une femme qui a le crâne rasé à une femme qui a une perruque. Oui, les perruques là, c'est une manipulation de masse parce qu'on n'arrive plus à reconnaître nos femmes. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est un complexe. On peut avoir tellement d'arguments. Il y a des arguments pour tous les avis au monde. Pour justifier que, oui, effectivement, au nom de nos ancêtres, au nom de nos traditions, au nom de l'identité de la femme africaine, qu'on est en train de pervertir et dénaturer au travers du port des perruques.
eh bien, il convient d'asseoir dans un texte de constitution que les femmes n'aient pas de perruque. Ça, c'est nos juristes au Gabon qui se déploient dans cette transition. Alors que ça, ce n'est pas un raisonnement juridique. Ça, ce n'est pas un raisonnement d'expert. Ça, ce n'est même pas un raisonnement recevable. Le raisonnement recevable, et surtout d'un juriste, un prof de droit, un enseignant à l'université, serait lequel? On est dans la démocratie. La majorité a dit, elle veut qu'on mette dans la Constitution que les femmes qui ont des perruques vont en prison. Donc, en République gabonaise, les femmes sont interdites de perruques. En tant que spécialiste, il dira quoi? Il dit, ok, qu'est-ce que ça signifie le fait pour une femme de mettre les perruques? Ça appartient à quoi? À quel registre? Cela relève de son apparence. Ok, son apparence. Est-ce que quelqu'un a à juger de l'apparence de quelqu'un dans une république? Est-ce qu'il convient qu'un être humain comme toi, qui jouit exactement de la même protection de ses droits, de la libre disposition de son corps, comme toi, en vienne à décider que toi, tu ne dois pas mettre la perruque parce que moi, ça me dérange, je ne veux pas que tu mettes la perruque, même si la perruque que tu mets, c'est pas moi qui te la paye, c'est pas sur ma tête qu'elle est posée, elle ne me concerne en rien, mais je ne veux pas que tu la mettes. Est-ce que dans ce pays qui est la République, on respecte encore la libre disposition de son corps? Oui ou non? Ces mêmes personnes qui ont dit oui, non, il faut que les femmes ne mettent plus les perruques, ils vont dire oui, nous on est un pays de droit, hein. Nous on est un état de droit. Nous on est un état de droit, tout le monde, on est égaux, on a des... Ah ok, mais seulement vous savez, mettre la perruque, couper les cheveux, raser les cheveux, fait partie de la souveraineté de la femme sur elle, sa vie. Vous ne pouvez donc pas violer cette souveraineté pour lui dire que elle doit avoir les cheveux comme ci et pas comme ça. Ça appartient à son intimité, à sa vie privée, à sa libre disposition. Quand on dit libre disposition de son corps, est-ce que toi, l'homme, quand tu gardes tes cheveux, les femmes viennent te dire que il faut qu'on mette les hommes qui gardent les cheveux en prison ou qu'on mette tous les hommes qui se rasent le crâne en prison? Non. Mais pourquoi vous voulez que les femmes qui décident de mettre le rouge à lèvres, de mettre les faux cils, de mettre le make-up, de mettre les perruques aillent en prison? Je comprends votre volonté d'interdire les perruques, mais je veux encore aller plus loin. Est-ce que le fait pour les femmes de mettre les perruques vous porte atteinte directement? Ou l'atteinte que cela vous porte est une atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire qu'on corrompt un quelconque intérêt? Après, vous allez vous dire, ah non, finalement, non, bof. Ça ne nous regarde pas, d'autant plus que si ce n'est pas nous qui payons, tu n'es pas sa femme, ce n'est pas toi qui payes sa perruque. Si c'est ta femme, tu gères ça. Même là encore, cette femme, elle a des droits. On te pose toutes ces questions. Ça, c'est le juriste. Le juriste va encore aller pour te dire, tu sais, une constitution, ce n'est pas une vulgaire loi. Une constitution, c'est la loi fondamentale, c'est-à-dire la loi de référence. C'est-à-dire que pour prendre toutes les autres lois qui vont organiser très techniquement, organiquement, la vie de la société, elles doivent être conformes. On doit venir vérifier si elles correspondent à ce qui est prévu dans la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Dans cette Constitution que l'on a, on a un préambule qui nous dit que les droits humains comptent pour tout le monde, pas pour du beurre, et que les droits du citoyen aussi. Et l'aspect que vous touchez, qui est le fait pour une femme de porter la perruque ou pas, fait partie des droits humains. Et ces droits humains sont sacrés. Ces droits humains sont inviolables. Et ces droits humains lient les pouvoirs publics. C'est-à-dire que les pouvoirs publics internes ne peuvent pas violer ces droits fondamentaux. C'est pour cela qu'on dit que ce sont les droits fondamentaux. Donc, les pouvoirs publics ne peuvent pas de manière générale et impersonnelle les violer.
Parce que quand on dit toutes les femmes, c'est de manière générale et impersonnelle, bien que catégorisant une catégorie, un groupe de personnes. À partir de cet instant, vous voyez que le Gabon qui est signataire de ces textes internationaux, le Gabon qui est admis dans certaines sphères de la communauté internationale au titre de son adhésion à ces instruments-là, ne peut pas mettre des lois dans son pays qui soient de nature à violer les droits humains, dont celui de la libre disposition de son corps pour chaque être humain, tant pour la femme que pour l'homme. C'est d'ailleurs pour cela que dans certains pays aujourd'hui, là où on pratiquait l'excision, c'est interdit. Même la circoncision, beaucoup continuent de le faire en douce, mais c'est interdit dans certains pays. Pas plus tard qu'il y a quelques mois en France ici, il y a une dame qui a été non seulement qui a été expulsée et qui a même fait la prison. Parce qu'elle a pris son enfant, ses enfants, qu'elle avait avec un Français, elle les a amenés dans son pays, je ne sais plus, en Guinée, passer les vacances, les garçons. Et elle a profité de ce séjour-là pour circoncire les enfants sans le dire, sans demander l'autorisation de ses parents, de son père. Ramenant les enfants en France, eh bien, le père le constate, il va porter plainte. Et cette femme, non seulement a été emprisonnée, mais elle a été expulsée de la France. Excusez-moi, je dois prendre. Allô? Bonsoir, je suis en direct, oui. Ça va? Ok, ça marche. Merci. Donc, elle a été en prison. Pourquoi? Parce que en France, on a décidé que c'est devenu interdit et que ça fait partie des droits humains, la libre disposition de son corps. Donc, on ne peut pas décider, et sans le consentement des deux parents, puisque l'enfant est enfant, il ne peut pas décider seul. Soit on prend le consentement des deux parents, mais un parent n'a pas à décider d'aller le faire dans le dos de l'autre parent. Pour revenir à notre exemple, le juriste va donc, l'expert, venir expliquer à ce peuple souverain, majoritaire, que même si vous êtes à 99,99% pour que les femmes qui mettent des perruques aillent en prison, eh bien, ça ne peut pas être inscrit dans la Constitution. Mais par l'argumentation, en démontrant pourquoi ce n'est pas possible. Parce que l'intellectuel ne fera pas comme moi. Il m'arrive de faire contre ceux qui me détractent sur les réseaux sociaux. Que non, vous n'y comprenez rien. Vous parlez de tout et n'importe quoi. Ça, c'est la réaction des réseaux sociaux. Mais quand je suis dans mon registre de cours ou dans mon registre absolument intellectuel, parce que sur Facebook, c'est un peu un fourre-tout. Tu y trouves monsieur et madame tout le monde qui vient t'insulter, qui vient te traiter de tous les noms, et tu es dans ce show-là, tu réagis dans ce show. Mais quand tu es dans une attitude absolument pédagogique, absolument scientifique, comme ce sera le cas le 12 octobre, ce ne sera pas l'occasion de venir se titiller avec qui que ce soit, ce sera le registre absolument scientifique. Tu ne condamnes pas pour condamner. Tu exposes, tu démontres, tu dis pourquoi ce n'est pas possible que ça tienne. Et avec beaucoup de bienveillance. C'est cela l'intellectuel. L'intellectuel dit que oui, j'entends votre raison, j'entends même vos arguments. Et l'intellectuel va venir interpréter chaque argument conformément aux éléments dont il dispose, au droit. Et l'intellectuel peut même aller plus loin au travers du principe des droits acquis. Au Gabon, les femmes avaient déjà le droit de mettre les perruques. Il ne peut donc pas être aujourd'hui de nature à venir regresser les droits pour dire que les femmes de demain ne peuvent pas mettre les perruques. Parce que le combat des droits pour chaque pays est un combat qui avance en accomplissement, en ajout, en rajout de droits, pas en privation et restriction. Voilà comment ça se passe. Donc, l'intellectuel, le professeur d'université, ne va pas venir pour nous donner des exemples. Parce que des explications, je vous ai dit, tout est explicable. Moi-même, quand je traite les dossiers de mes clients au cabinet, avant de traiter le dossier, dans l'intérêt de mon client,
je défends d'abord dans ce même dossier contre l'intérêt de mon client. C'est-à-dire, je construis ma défense sur la ligne de ce que je suis, celui qui défend la partie adverse contre mon propre client. Ça me permet de voir tout ce sur quoi la partie adverse peut vouloir me sortir une petite magie. Ça me permet de contrecarrer tout ce que la partie adverse va me sortir. Parce que j'ai déjà travaillé ça. Et c'est quand j'ai travaillé ça que le travail maintenant pour la défense de mon client est facile. Parce que j'ai déjà tous les éléments contre lesquels eh bien, l'autre partie va s'exprimer. Sur lesquels l'autre partie va fonder sa défense. Et moi, je viens rendre mon travail. Il est parfait pour moi. Et il n'y a pas un endroit, un aspect du dossier de mon client qu'on va me sortir et puis je serai là, ah, je n'ai pas vu ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Parce que le temps que j'accorde, c'est de se dire, oui, je défends mon client, mais avant de regarder comment organiser sa défense, je regarde la partie adverse, comment elle préparerait sa défense contre mon client. Et donc, comment mettre toutes les chances de mon côté pour que mon client obtienne gain de cause. Je vous dis, depuis que je suis au Gabon, je n'ai pas encore touché une affaire sans obtenir gain de cause. Peu importe les difficultés, peu importe comment, je gagne toujours. Parce que tout est défendable. Et c'est ce qu'on a appris à l'école. Tout est défendable. Un seul dossier, tu dois pouvoir défendre les deux côtés. Il faut pouvoir défendre les deux côtés. Tu as le criminel, tu as la victime. Autant tu dois être excellent à défendre la victime, autant tu dois être excellent à défendre le criminel. Et tu as les éléments pour. Et tu ne vas pas puiser sur qui a dit quoi. Tu vas puiser sur le droit, les principes, les analyses. Tu entoures tout cela de tout le packaging de tes connaissances, de ta réalité, de ton expérience. Tu construis une défense de terreur. Et tes clients ne peuvent être qu'heureux. Donc, peuple gabonais, pour vous dire que le mur de la médiocrité, il faut le faire tomber. Ce que je vois à la télévision nationale, je me sens coupable parce que, je ne vous le cache pas, tous les médias m'ont toujours appelé. Ils aimeraient, Gabon Première veut que je sois au Gabon depuis toujours pour que je sois sur le plateau pour débattre, pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Mais je ne suis pas là. J'ai des obligations ici, il faut que je les termine. Et l'événement qu'on fait ici, c'est pour le Gabon. C'est comme je vous le dis toujours, on n'a pas besoin d'être sur place au Gabon pour parler des problèmes du Gabon. Même en étant loin, on peut travailler pour le Gabon et on peut parler des problèmes du Gabon. Et c'est une opportunité que je nous donne à nous, compatriotes de la diaspora, de parler de notre pays sans émotion, sans des partisaneries de dessous de ceinture ou de je ne sais quoi, mais parler scientifiquement du Gabon. Un raisonnement responsable, une attitude responsable qui ne vise que la construction de notre pays, le progrès, pas le surplatisme, pas le reculanisme, mais le progrès, avancer. Qu'est-ce qui a été acquis? C'est pour cela que quand certains veulent nous brandir en exemple, en valeur, que oui, la Constitution de 2023, eh bien, ne prévoyait pas la limitation de mandat. Ils ont réduit à 5 ans, mais ils n'ont pas prévu la limitation de mandat. Mais le combat des droits est un combat continu. C'est un processus progressif. Donc, si en 2023, la classe politique a obtenu 5 ans au lieu de 7 ans, en 2024, vous ne pouvez pas revenir à 7 ans pour dire que, bon, on va maintenant limiter les mandats. La seule action possible était, comme on était à 5 ans, c'est déjà un acquis, on le garde. Pour faire mieux, on fait maintenant tomber la non-limitation de mandat et on les limite. Là, on a avancé, on a progressé. On ne recule pas, on ne fait pas du surplace, on avance. Tout comme on aurait pu dire, 5 ans c'est trop,
on recule à 400. 400, tu as déjà su si quelqu'un est capable de faire quelque chose. Il a déjà matérialisé un projet. Donc, on pouvait aussi aller sur 5 ans, sur 4 ans. Mais bon, on estime que 5 ans, c'est déjà bien. Maintenant, sur le défaut de limitation, on prévoit la limitation. Voilà ce qu'est un progrès. Pas de surplace. Mais, les arguments juridiques des juristes, la magistrate, la ministre de... Comment vous l'appelez? La réforme des institutions, Madame Muriel Miquet, quand vous l'avez entendu à la télé, mais jamais vous ne l'avez entendu dans le sens de venir vous dire, excusez-moi, que pour expliquer juste la disposition sur ramener l'âge, ramener le mandat à 7 ans au lieu de 5 ans et faire tomber l'illimitation des mandats pour les rendre limités, elle ne vous a pas tenu un discours juridique. Pourtant, elle est juriste censée, puisqu'elle est magistrate. Donc, qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Elle est venue vous expliquer que, ben non, vous savez, peuple gabonais, moi je ne comprends pas. Les mêmes personnes qui hier ont dit, en 91, qu'il fallait limiter la candidature aux élections présidentielles à 35 ans et à 70 ans, ça c'est un autre exemple, sont les mêmes aujourd'hui, eh bien, qui sont contre cet exemple-là. Alors, je ne comprends pas, c'est de l'opportunisme qu'ils font. On doit être tous d'accord. Voilà un raisonnement d'une juriste, non. Non, ce n'est pas possible. Si les autres se sont trompés en 91, pourquoi vous, aujourd'hui, vous allez vous tromper? Pourquoi dans ce pays, on prend pour référence la médiocrité? C'est-à-dire que jamais on ne prend de comparaison dans ce qui est élevé, dans ce qui marche, dans ce qui est réussi. On va toujours piocher pour comparer dans la médiocrité. Dans ce qu'on a convenu que ce n'était pas bien. C'est dessus, c'est dedans qu'on va comparer ce qui se passe actuellement. Voilà le Gabon. C'est-à-dire que, au lieu de comparer à là où ça marche, là où les autres font mieux, on va aller chercher le plus médiocre des États africains qui est dans une confusion totale des pouvoirs pour prendre exemple, pour dire que ça se passe dans tel autre pays aussi, pourquoi pas nous? Le mur de la médiocrité, il faut le faire tomber, les miens. Il faut le faire tomber, ce mur de la médiocrité. Il doit absolument tomber. On ne peut pas continuer dedans. Donc, alors que si cette dame était une juriste qui respecte la science, elle serait venue vous dire que oui, j'entends les compatriotes qui disent qu'ils veulent que, eh bien, on fasse sauter la recommandation sur la limitation d'âge pour les candidats. Mais il peut y avoir, pour justifier de ce que l'espérance de vie au Gabon est de temps, à cet âge-là, les Gabonais sont tous fous. Et donc, nous avons la preuve du ministère de la Santé qui a établi des rapports disposant de ce qu'à 70 ans au Gabon, on a perdu sa tête, on est sénile. Et donc, si on a perdu sa tête, on ne peut plus gérer un pays. Là, ça aurait été un exemple quand même recevable. Documenté par les rapports du ministère de la Santé qui établissent que tous les Gabonais ayant 70 ans ont des troubles de personnalité, des pertes de mémoire, sont devenus Alzheimer. Donc, ils ne peuvent plus gérer un pays. Et donc, s'ils ne peuvent plus gérer un pays, ils ne peuvent plus non plus voter. Mais elle ne va pas se permettre cela parce que ce projet n'est pas défendable. Ce projet n'est pas défendable. C'est de la poubelle. C'est pour cela qu'ils vont aller, pour des juristes, vous cherchez des exemples dans le Congossa du quartier et de Sougatra. Mais oh, les gens là, ce n'est pas eux-mêmes qui étaient là, qui avaient dit, mais si on a dit en 1991 qu'il fallait limiter les mandats, en 2024, celui qui est né en 91, il a combien? 33 ans ou 34? 33 ans. À 33 ans après, on ne peut pas avoir changé. La réalité gabonaise est la même. On ne peut pas considérer que aujourd'hui, eh bien, on a évolué. Et le principe des droits, c'est en s'améliorant.
Si hier, on était à 91 ans ou à 70 ans, aujourd'hui, on doit être à 18 ans. Et c'est l'effort qui a été fait par la Constitution de 2020, de la modification de 2023. Dans la Constitution de 91, modification de 2023, il n'y avait plus de limite d'âge. Dès que tu as le droit de vote, tu as le droit d'être éligible. La seule limite restait pour les sénateurs qui étaient à 30 ans, je pense. Mais pour la présidentielle et les législatives, c'était dès 18 ans. Tu pouvais te présenter. Et les juristes que ces gens-là sont censés être devraient expliquer sur un plateau au peuple gabonais que peuple gabonais. Il y a un principe de droit que l'on appelle le principe des droits acquis. Si les Gabonais avaient été privés de leur droit d'être éligibles du fait de leur âge, ce qui est une discrimination, en 91, en 2023, cette discrimination a été levée et tous ces Gabonais ont recouvré leur pleine jouissance citoyenne au travers du droit de vote et du droit d'être élu ou de se porter candidat. Donc, par le principe des droits acquis, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas le remettre en question. On doit donc considérer, eh bien, que cette disposition ne peut plus être revue, puisqu'on est parti d'une période discriminatoire en une période de droit reconnu à tous les citoyens, peu importe leur âge, dès lors qu'ils jouissent de leur liberté civique, de leurs droits civiques, civils et politiques. Donc, le droit ne permet pas cette régression, cette restriction, au travers ne serait-ce que du principe des droits acquis. Au travers ne serait-ce que le principe des droits acquis. Si le live bug, vous savez ce que vous avez à faire. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez les cœurs. Ne serait-ce que cela. Mais vous ne le faites pas. Ils ne vont pas oser aller sur ce chemin. Et pour moi, j'en conclus souvent à deux aspects. Soit eux-mêmes sont totalement ignorants de comment les choses fonctionnent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent rien de ce qu'est juriste. Beaucoup ont été diplômés parce que doit réussir. Beaucoup ont été diplômés parce que, bon, il fallait faire joli, joli. Mais en réalité, le contenu, la possession, l'être de ce que traduit le parcours d'un étudiant, d'un juriste, ne se révèle pas dans l'expression de ces gens. C'est une chose, une approche. La deuxième, c'est peut-être que ils connaissent, ils sont peut-être intelligents et compétents, mais qu'ils ont décidé de vendre leur intelligence au service du mal, à la condamnation du Gabonais, à sa précarité intellectuelle, à son ignorance, à la manipulation du peuple gabonais, eh bien, en servant un roi qui doit continuer à régner sur le peuple gabonais que l'on condamne à l'ignorance absolue, à la médiocrité. Et dans ce cas, on ferait confiance à l'ignorance du peuple gabonais pour ne pas être de contradiction à ce qu'on propose ou à ce que l'on dit. Et voilà ce qui s'établit dans le Gabon de la transition que nous observons aujourd'hui. Beaucoup de révélations d'un grand état de médiocrité. Je le disais déjà dans un précédent live, après une discussion avec un président du tribunal. C'est même lui qui avait sorti l'expression. Je ne dirais pas lequel. Il me dit, je constatais comment les choses fonctionnaient. J'avais discuté avec certains juges qui, eux aussi, pour certains, ne maîtrisaient pas le droit. Et donc, à la fin, j'ai parlé de cet aspect, il y a 2 ans, avec un président du tribunal, qui me semblait être très brillant. Il se reconnaîtra s'il tombe sur cette vidéo. Un homme intelligent. Et au courant de la discussion, il m'expliqua ce phénomène du mur de la... Enfin, dans la discussion, il me parla comme cela du mur de la médiocrité. Et tout de suite, j'ai eu une idée. J'ai dit, tiens, je veux même faire un livre avec pour titre « Le mur de la médiocrité ». Et on a passé une agréable après-midi. C'était tellement beau, riche de connaissances, de partage intellectuel.
et le constat désolant de ce que nous sommes face à un mur de la médiocrité qu'il va falloir à un moment donné casser et qu'il va falloir à un moment donné, eh bien, faire tomber. Donc, peuple gabonais, le débat, le vrai, la République, la vraie, elle a l'obligation de naître de ses cendres dans cette période de transition. Nous n'aurons plus une opportunité pareille pour pouvoir redessiner l'identité de notre pays, pour pouvoir redessiner ce qu'est le Gabon. Il faut sortir de ce mur de la médiocrité, il faut le faire tomber. C'est pour cela que je finis sur la réalité de notre situation aujourd'hui. Regardez comment vous êtes tous précarisés. Regardez comment les jeunes sont précarisés. Non, on ne peut pas dire que j'ai volé son titre. Il n'a jamais écrit nulle part. C'est dans cette discussion que je lui ai dit, tiens, mais je le reconnais et il se reconnaît lui-même, le magistrat en question. C'est pour cela que je suis assez confiante dans l'avenir. Parce qu'autant certains médiocres se déploient de leur expression que personne n'arrête, autant je suis consciente qu'il y en a de ces Gabonais dans cette majorité silencieuse qui en ont plein dans la tête et qui en ont, eh bien, mais seulement qui n'ont pas, pour des raisons diverses et variées, eh bien, l'opportunité de s'exprimer. Mais c'est ma petite force là-bas, cette majorité silencieuse cachée dans l'ombre. Je suis donc arrivée au constat de ce que j'observe ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il y a un autre jeune compatriote, Clovis Ndong, qui disait la clochardisation du peuple gabonais. Le peuple gabonais est clochardisé. Et c'est vrai. Les Gabonais sont des petits clochards chez eux. Et l'engagement politique ne s'admet que dans cette configuration. C'est-à-dire, toutes ces personnes, vous allez les voir aller engager des campagnes pour un homme politique au pouvoir, créer des associations pour soutenir un homme politique au pouvoir, si ce n'est eux-mêmes créer leur petit parti politique sans idéologie, sans aucune conviction, pour exister, tout simplement parce qu'ils espèrent obtenir quelque chose, une nomination ou quoi que ce soit de la part de celui qui a le droit de nommer. Et il faut les voir dans les combats. Alors même que parfois ils n'ont encore rien. Mais ils espèrent avoir et ils vont aller s'offrir, abandonnant leurs valeurs, abandonnant leurs règles, abandonnant tout. Parce que on a envie d'exister. Et le pays nous a convaincus que c'est la seule manière par laquelle il faut arriver à la dignité humaine. S'humilier. S'humilier. Devenir la serpillière de quelqu'un. Devenir la personne à abattre. Quand ces gens-là te voient d'expression contradictoire avec celui auprès de qui ils sollicitent une nomination, un petit poste, un petit privilège. On a réussi à rendre les Gabonais des petits sujets qui chacun se bat pour plaire à son petit vassal direct, à charge pour lui d'aller se battre pour lui devant le suzerain. Il faut sortir de cet état de fait. Il faut construire la République. Les pères fondateurs de la République gabonaise, avec tout ce qu'on peut leur reprocher et les quelques acquis qu'on peut leur reconnaître, nous ont légué un bel héritage, la République, qui malheureusement n'a pas fonctionné. Nous avons la responsabilité aujourd'hui de la rendre effective pour que les Gabonais comprennent, apprennent à connaître la République et voient les fruits de la République. Mais dans l'instant, ce n'est pas le cas. Et toutes les fois qu'on condamnera ce peuple à la précarité intellectuelle, à l'ignorance, à la médiocrité, nous avons de moins en moins de chances d'accéder, eh bien, à cette République. Mais quand on commencera les discours comme le mien, comme les discours de bon nombre d'entre vous, sur vos réseaux sociaux, même les moins populaires, et que ce genre de réflexion
s'imposeront de plus en plus dans l'environnement politique, dans l'environnement citoyen, social. Vous allez voir que les mentalités vont commencer à changer. Les gens vont commencer à avoir une certaine culture démocratique, une certaine culture de la contradiction, une certaine culture du débat. Et non plus considérer que quand on te fait des réflexions sur ton argumentaire et non pas sur toi, que tu ne te sentes le droit de venir insulter quelqu'un parce que tu estimes que la personne te combat. Non, la personne n'a pas à te combattre. La personne combat tes idées. La personne combat ce que tu incarnes. La personne combat, eh bien, le mal que tu représentes. Et quand on vient mentir à un peuple, on le condamne. Quand on vient dire des mensonges, on le condamne. Quand on vient se déployer dans sa médiocrité, on condamne ce peuple. Et Marlène, Fabienne et Soleil Fontaine que je suis, fille de mes parents, je ne peux pas accepter d'être solidaire de quelque discours que ce soit qui soit de nature à condamner le plus grand nombre à la médiocrité du fait de leur ignorance. Je lutte contre toute personne faisant la promotion, justement, eh bien, de l'ignorance et abusant de l'état d'ignorance des autres. Ceux qui sont ignorants sont à relever. Ceux qui sont ignorants sont à relever. Ceux qui sont au plus bas niveau de l'échelle sont à élever et non pas à enfoncer, à condamner. Leur mentir, leur tenir des discours médiocres ne peut pas être de nature à les élever, à les sortir de leur situation. Parce que le mensonge peut être très sensationnaliste, très séducteur, mais le mensonge reste un mensonge et il finit toujours par décevoir. Mieux vaut une vérité qui crève les yeux, qu'on n'aime pas, qui n'est pas si séduisante que cela, mais qui, dans le temps, finit par se convaincre de sa raison et finit par mettre tout le monde d'accord. C'est pour cela que je vous dis, au-delà des outrances, des offenses, des insultes, des caricatures, des dénigrements, je ne m'arrête pas. Parce que je suis appelée à faire ce que je fais. Et je le ferai tant que je le ressentirai sortir de mes tripes. Personne ne peut me téléguider à faire ce que je fais. Je le fais parce que j'estime que c'est ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas de date de péremption ou de date de début de contrat pour cela. Le contrat là a commencé depuis. Ma première association, je l'ai créée, j'étais en 5e. Sida Stop. À partir de cet instant, pas Sida, les Romelbi, j'étais en 5e. Donc, quand on veut être au service des autres, on n'attend pas la validation de quelqu'un, on n'attend pas les accréditations. On se lève un matin et on commence et on le fait. Alors, chers compatriotes, avec tout mon amour, je vous attends pour ceux qui pourront se déplacer le 12 octobre à l'hôtel Continental de Pau. Il faut bien que je me repose un peu pour que je sois en forme pour parler du Gabon et de la République. Il faut que nous revenions. Pour ceux qui sont au Gabon, vous n'allez rien rater du tout parce que vous aurez les retransmissions de tout cela dans les médias locaux, etc. Après l'événement, je pense. Je vous aime, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Arrêtons d'être les Okokudreblela, arrêtons d'être des kunabélistes. Il n'est pas possible de dire que c'est notre tour de devenir kunabéliste, c'est notre tour de devenir médiocre. Genre, celui qui avait 18, qui a 5 de moyenne, dit « C'est maintenant à mon tour de devenir bête, c'est maintenant à mon tour de devenir médiocre. » Et on s'en revendique. Et quand celui qui avait 5 à 10, on lui dit « Toi, tais-toi, tu ne peux pas parler » là où ceux qui avaient les 18, qui ont 5 aujourd'hui, parlent. Vous voyez vos vies. Je finis par là. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne nuit. À très bientôt les miens. Allez, bisous. Ciao, ciao.